8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Elle scelle un tournant historique dans le processus de la première cause nationale. Le 31 octobre 2025, une date charnière désormais gravée dans la mémoire collective des Marocains. Décrétée fête nationale de l'unité, un symbole fort de cohésion et de fierté nationale et la consécration d'un triomphe diplomatique sans précédent sur la voie de l'unité nationale. Le Maroc passe à la vitesse 5G. Le réseau est désormais opérationnel chez les 3 opérateurs nationaux. C'est 18 millions d'usagers qui basculent vers cette nouvelle génération mobile. Un cap technologique décisif de franchise. Son œuvre incarne une créativité à la fois raffinée et audacieuse. Salma Abaro sublime avec grâce et délicatesse la beauté féminine. La jeune femme est une créatrice de bijoux, des pièces uniques qu'elle compose comme l'on écrit des poèmes. Férue de métaux précieux et de matériaux nobles, elle a le don de transformer les matières en trésors qui murmurent des histoires souvent puisées du patrimoine joaillier marocain. Salma Abaro est l'invitée ce soir de votre escale culturelle. Bonsoir, nous célébrions il y a 2 jours l'anniversaire d'une glorieuse épopée historique, le cinquantenaire de la Marche verte. Un demi-siècle après cet élan patriotique inédit, l'esprit du 6 novembre continue d'animer toute une nation résolue sur la voie de la consolidation de la marocanité du Sahara. Cette année, le Royaume signe une grande percée diplomatique à la faveur de son initiative d'autonomie désormais consacrée par la communauté internationale. Le 31 octobre, date de l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l'ONU, est désormais élevée au rang de fête nationale baptisée par le souverain fête de l'unité. Zakaria Mokinbillah. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات. Le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions. Dans ce contexte, nous appelons sincèrement nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie pour contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir dans le giron du Maroc uni. La résolution onusienne ouvre une nouvelle page dans le registre de la défense de la cause nationale. Pour commémorer cet événement, la journée du 31 octobre est désormais décrétée fête nationale, à laquelle Sa Majesté le Roi a bien voulu donner le nom de Eid al-Wahda, fête de l'unité. Les célébrations spontanées qui ont eu lieu dès l'annonce de la résolution onusienne confirment le rôle fédérateur de ce tournant historique. C'est une joie immense. Après 50 ans, le dossier du Sahara marocain est en voie de résolution définitive. Le Sahara est marocain et le restera pour toujours. Nous sommes très heureux. Il était donc tout naturel qu'on sorte dans les rues pour exprimer notre liesse. Nous espérons pour notre pays des victoires et des succès successifs dans tous les domaines. C'est une vraie fête nationale. Les habitants de toutes les villes marocaines sont en célébration. Riche en signification et en référence à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale inébranlable du royaume, la fête de l'unité constituera une occasion fédératrice pour l'expression de l'attachement aux sacralités nationales du royaume et à ses droits légitimes. Un nouveau jalon sur la voie de l'édification et du développement du royaume.
À présent, cette brillante élection du Royaume au Conseil exécutif de l'UNESCO. Ici en tête du groupe arabe avec 146 voix, le Maroc briguera le mandat 2025-2029. Une élection qui vient conforter le rôle actif et constructif du Maroc au sein de l'organisation onusienne. Et intervient en signe de reconnaissance de la communauté internationale à l'égard de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi en faveur du multilatéralisme, du dialogue des civilisations et du développement humain durable. Parlons télécommunications et cette nouvelle expérience connectée qui arrive sur le smartphone. Vous l'avez sans doute remarqué, vos mobiles ont tous basculé hier vers la 5G, un réseau dit de très haut débit qui promet une connectivité ultra rapide et stable, valable chez les 3 opérateurs nationaux. Qu'apporte réellement cette évolution? La réponse avec Samira Asban et Zakaria Mokrinbila. Des débits beaucoup plus rapides, une latence ultra faible et une capacité de réseau considérablement accrue. Ce sont autant d'avantages annoncés avec le lancement de la technologie 5G au Maroc. La 5e génération de réseaux mobiles ouvre ainsi une nouvelle ère dans le domaine des télécommunications au niveau national. L'offre se déploiera aussi bien pour les particuliers, les professionnels ou pour le Wi-Fi à domicile. Aujourd'hui, c'est le lancement effectif de la 5G qui va permettre une connectivité accrue à travers tout le pays, qui va nous permettre de couvrir la Coupe d'Afrique aussi, qui va nous permettre de connecter les citoyens à travers le Maroc. Pour la phase de lancement, cette technologie est accessible dans plusieurs grandes villes ainsi que dans les principaux aéroports internationaux avant de s'étendre dans l'ensemble des régions du Royaume. Les 3 opérateurs nationaux des télécoms ont procédé à la mise à niveau de leurs services afin d'accompagner cette mutation technologique qui annonce de nouveaux usages innovants. Cette nouvelle génération de réseaux mobiles représente bien plus qu'une simple évolution technologique. C'est une véritable révolution dans notre manière de communiquer, de travailler et d'innover. Avec la 5G, nous offrirons désormais à nos clients des débits jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G. Et bien plus que cela, ces performances ouvrent la porte à de nouveaux usages, comme la télémédecine, l'industrie connectée, l'éducation ou encore... Garantit un débit ultra rapide et stable, idéal par exemple pour tout ce qui est télétravail, pour le gaming, pour le streaming. Pour les entreprises, la 5G leur permet de développer des usages innovants et porteurs de valeur ajoutée. Les abonnés bénéficieront d'un transfert automatique vers ce réseau de nouvelle génération sans surcoût. Cette technologie permettra aux clients de bénéficier de nouveaux services de haute qualité dans le domaine des télécoms. L'adoption de la 5G constitue ainsi un levier essentiel pour la réalisation des objectifs de la stratégie nationale Maroc Digital 2030. Les utilisateurs s'attendent à voir de nouveaux avantages et surtout des performances élevées. C'est une étape importante pour la modernisation des réseaux télécoms, afin d'être au diapason des dernières nouveautés. Le Maroc va accueillir 2 événements d'envergure, qui sont la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde de football. Il était donc naturel de développer l'infrastructure numérique afin d'offrir des services de qualité. La 5G sera généralisée à 25% de l'ensemble du royaume d'ici 2026 et à peu près 75% d'ici 2030. L'introduction de ces technologies constitue une étape stratégique pour renforcer la position du Maroc en tant que leader régional dans le domaine du numérique et des télécommunications, en misant sur l'innovation, la compétitivité et la souveraineté numérique. Voici un autre domaine qui lui aussi vit une véritable révolution, la santé. Dans le champ de la douleur et du handicap, la recherche médicale progresse à pas de géant, offrant aujourd'hui de nouvelles solutions pour améliorer le quotidien des patients et repenser la prise en charge. Zoom sur ces innovations qui changent des vies. Et ils ont été au cœur du 19e congrès mondial de la Société internationale de médecine physique et de réadaptation qui se tient pour la première fois au Maroc, à Marrakech plus précisément. Mohamed Hassan Mskour, Soumia Bliachi avec Maria Awad. Médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes et chercheurs venus des 4 coins du monde échangent sur les avancées techniques et médicales liées au champ de la douleur et du handicap.
Unique en son genre, ce congrès mondial réunit tous les esprits capables de réinventer la guérison fonctionnelle. Cette 19e édition du congrès mondial de la médecine physique et de la réadaptation est un grand défi, car c'est le premier événement du genre organisé en Afrique. D'ailleurs, l'événement rassemble 1500 participants de près de 100 pays. Leur but est d'échanger leur expertise avec les professionnels de santé marocains. Ainsi, cette expérience commune pourra servir à tout le monde. Je suis très honorée et reconnaissant d'être là au Maroc et de participer à ce grand événement médical et scientifique qui met en lumière les avancées de la médecine physique et de la réadaptation à l'échelle mondiale. C'est une excellente opportunité pour faire entendre notre voix à travers le monde. La vocation de ce congrès est claire, offrir aux personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques des soins adaptés, des thérapies ou des traitements qui leur permettent de retrouver leur mobilité, leur autonomie et une meilleure qualité de vie. L'objectif de ce congrès, c'est de mettre en valeur les dernières nouveautés sur le diagnostic et le traitement de toutes les affections de l'appareil locomoteur neurologique qui entraîne une situation d'handicap. À Marrakech, la coopération devient moteur de changement. Une belle dynamique qui fait émerger des solutions audacieuses, avec à la clé l'ambition de bâtir une société où la vulnérabilité ne rime plus avec l'exclusion. Page monde et direction le Brésil. Le sud du pays a été frappé ce week-end par un phénomène météorologique extrême. Dans l'état du Paraná, une tornade violente a fait 5 morts et 432 blessés. Les vents violents y ont atteint une vitesse de 250 km/h. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les zones touchées, principalement dans les structures les plus dévastées. Le Brésil subit les aléas de la nature, conséquence directe du dérèglement climatique. Un enjeu global qui s'impose à Belém, en Amazonie, où s'ouvrira après-demain lundi la COP30. Pas de grand texte à négocier pour cette année, mais un objectif, celui de tenir le cap et mettre en œuvre les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lors d'un sommet des leaders tenu aujourd'hui en prélude de cette grand-messe du climat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé, je cite, une faillite morale des dirigeants mondiaux, reconnaissant l'échec collectif à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, qui est, rappelons-le, l'objectif central de l'accord de Paris. Le Japon modernise ses portiques d'accès au transport en commun. Dans le centre du pays, des tests sont en cours dans les gares où des caméras vérifient désormais l'identité des passagers en les comparant à leurs données faciales préenregistrées. Un voyant vert s'allume en cas de correspondance. À défaut, un voyant rouge clignote. Un système qui promet de réduire les temps d'attente et de fluidifier l'accès et le paiement au niveau des guichets. Retour au Maroc et comme tous les samedis, c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, nous ferons une immersion dans l'œuvre raffinée de Salma Abaro. Cette jeune créatrice de bijoux représente le prestige de la joaillerie marocaine. Pour elle, les bijoux sont bien plus que des accessoires et elle en parle comme des pièces et des objets poétiques qui racontent une histoire et subliment la féminité. Un riche savoir-faire ancestral qu'elle préserve jalousement et revisite à travers des œuvres artisanales, brouillant ainsi les frontières entre le passé et le présent. Formée en design industriel et en aménagement d'intérieur à Montréal et à Milan, la jeune femme puise son inspiration dans ses voyages autour du globe, mais surtout ses racines amazighes. Dans ses créations, on retrouve aussi certaines figures de la mythologie grecque qui côtoient élégamment plusieurs composantes du patrimoine joaillier national. Salma Abaro, une griffe originale et une sensibilité artistique rare qui redonne aux bijoux marocains ses lettres de noblesse.
Asma Abaro, créatrice de bijoux, est avec nous sur le plateau du journal. Bonsoir Asma et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci pour l'opportunité. Alors, commençons par le commencement. Dites-nous, quelle est l'histoire derrière votre passion pour la création des bijoux ? Alors, ma passion est en fait la fusion entre mes origines amazirs et mon diplôme. Chez les amazirs et en général dans les familles marocaines, donc les bijoux se passent de génération en génération, mais surtout de mère en fille. Et moi, j'ai toujours baigné dans les bijoux de ma grand-mère et ça a toujours été vraiment un univers enchanteur. Justement, vos créations, Salma Abaro, nous font voyager dans le temps et nous offrent un clin d'œil sur la bijouterie d'antan, celle portée par nos mères et nos grands-mères, notamment le fameux collier marocain, le bas, ou encore les boucles en luise d'or, ou encore c'est le frappé de pièces de monnaie antiques, sans oublier les boucles en lettres calligraphiées. L'authenticité rend-elle le bijou intemporel ? Complètement, parce que qui dit authenticité dit valeur surtout. Et en fait, le bijou a une âme, il a une valeur, il a une histoire, il a un message. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il faut garder quand on achète ou quand on porte un bijou. Voilà. Les bijoux ont une âme, ont une histoire, et beaucoup considèrent aussi les bijoux comme un investissement sûr. Vous qui êtes dans le monde de la création des bijoux, de la joaillerie, pensez-vous que les bijoux de haute facture continuent de représenter une valeur refuge pour les femmes qui en portent ? Bien sûr. Alors au-delà de la valeur émotionnelle, les bijoux, ça a toujours été la première banque des femmes. Il faut savoir que dans le temps, les femmes n'avaient pas de pouvoir d'achat. Elles étaient donc au gré de leur structure familiale. Et donc pour elles, c'était un peu un moyen d'investir de manière libre, avec beaucoup d'émotion et d'amour. Voilà. Vous êtes d'origine amazigh. Oui. Sous quelle forme la pâte amazigh ressurgit-elle dans vos créations ? Alors elle ressurgit avec le symbolisme et avec la forme. Donc c'est vrai que moi je plonge très souvent dans les contes et légendes marocaines, berbères amazirs, parce que finalement le Maroc est une bijouterie à ciel ouvert. Il faut juste s'y intéresser, s'y plonger. Et en fait on a toutes les histoires qui remontent. Le Maroc, avec son riche patrimoine joaillier du nord au sud, est certainement une source intarissable d'inspiration pour vous. Vous sentez-vous investi de cette mission de faire connaître cet héritage en le revisitant, le remettre au goût du jour à travers vos créations ? Oui, en tout cas, c'est une passion. C'est une passion de le mettre en avant parce que vraiment, encore une fois, le Maroc regorge de richesses et de patrimoine liés aux bijoux. Et je pense que c'est très important de mettre au goût du jour le Maroc, que ça soit avec les Marocains, mais aussi à l'étranger. Voilà. Quels sont les bijoux les plus proches à votre cœur, l'origine, on va dire ? Alors, j'ai la khmissa. Que moi personnellement je la décline à mon goût. Il y a aussi le choker, parce que il est lié à la gorge, au chakra gorge. Donc il y a aussi les boucles avec Louis qui sont magnifiques, mais franchement tout est beau au Maroc. Justement, vos créations, comme le choker que vous venez de citer, sont rehaussées de pierres précieuses, des pierres que vous concoctez, que vous procurez des quatre coins du monde. Comment s'opère le passage de la pierre brute au bijou conçu, le bijou raffiné? Est-ce que vous imaginez le design du bijou au premier regard de la pierre brute? Oui, mais on va dire que c'est plutôt l'effet inverse. C'est la pierre qui va murmurer la forme sur laquelle on va travailler. On n'impose pas notre forme à la pierre. En fait, quand on achète ou quand j'achète une pierre, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle a à donner. Et à partir de là, je conçois en fonction de la forme, en fonction de la couleur, le montage adéquat. Vous conservez la structure de la pierre en elle-même. Vous restez le maximum fidèle à... Oui, tout à fait. Très bien. Dans de nombreuses cultures, certaines pierres sont porteuses de légendes et sont réputées pour leur vertu, on va dire, symbolique ou protectrice. Les femmes qui choisissent vos bijoux sont-elles sensibles un peu à ces croyances ?
Oui, alors pas toutes, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est très sensible à l'univers de la lithothérapie. Donc c'est une discipline ancestrale qui considère que les bijoux ont une émotion, ont un message à transmettre. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes, elles n'ont pas le bijou en tête quand elles arrivent chez moi, elles ont l'émotion en tête. Voilà, j'ai besoin d'amour. Qu'est-ce que tu peux me montrer? Alors je sors un collier avec la rubis, l'agate rubis par exemple. Mais après, voilà, c'est un univers tellement infini et c'est ça qui fait la beauté aussi du bijou. Et vos bijoux sont conçus à la main, par des mains d'artisans chevronnés. Se font-ils rares ou la relève est plutôt assurée? Non, ils se font très rares, on va pas se mentir. C'est vraiment un univers qui est très... De nos jours, en fait, c'est très difficile de trouver des artisans engagés qui vont rester vraiment par amour pour la création. Mais on en trouve quand même. Et moi, je suis très contente d'avoir mon équipe derrière moi sur laquelle je peux me reposer. Voilà. Et c'est grâce aussi à des créateurs comme vous que le métier peut... Complètement. Perdurer. Comment est-ce que vous comptez conquérir le marché étranger ou est-ce déjà fait pour vous? C'est en cours, voilà, c'est en cours. C'est vrai que mon objectif d'abord, c'est pas de maîtriser le marché marocain, mais c'était très important pour moi de commencer avec le marché marocain, parce que c'est celui qui me tient à cœur. Et maintenant, c'est en cours pour la suite, Inch'Allah. Voilà. Vous m'avez parlé de différence entre bijouterie et joaillerie. Oui. Si vous pouvez bien sûr développer... Bien sûr. Alors, donc moi par exemple, je suis bijoutière. Donc il y a la joaillerie et il y a la bijouterie. Donc la joaillerie, les bijoux sont en or et ils sont montés de pierres précieuses, donc comme le diamant, le rubis, l'émeraude. La bijouterie, donc c'est les matériaux en fait je dirais de seconde zone, mais ils sont tout aussi nobles pour moi par exemple. Donc c'est l'argent, c'est le bronze, c'est le cuivre, c'est l'étain. Et donc les pierres, c'est la même chose. Ce sont des pierres fines, ce sont plus des pierres précieuses. Donc on a la perle, johar, on a le margène, on a l'agate, on a voilà toutes les pierres qui existent, la métisse, le quartz. Merci Salma Baro pour ce partage très inspirant et très enrichissant. Votre travail est un pont entre tradition et modernité et merci de le partager avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Merci. De la culture au sport, l'équipe nationale marocaine de futsal s'est qualifiée pour les demi-finales de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique après avoir battu à Riyad son homologue afghane 4-0 en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe B. Les buts des protégés de Hicham Dgig ont été inscrits par Soufiane Msrar et Bilal El-Bakkali, auteur d'un triplé. L'équipe marocaine consolide ainsi sa place en tête du groupe B avec 7 points. Le Maroc affrontera demain, dimanche, en demi-finale, le 2e du groupe A. Avant de clore ce journal, je vous propose une dernière escale à Medzirk. La cité balnéaire du Nord a bercé cette semaine au rythme de la 35e édition de la Coupe Al-Massira de voile. 60 participants marocains représentant les 5 clubs nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine de voile ont pris part à cette compétition organisée par le Royal Yacht Club de Medzirk. Les épreuves ont coïncidé avec les célébrations du cinquantenaire de la Marche verte et cette année, le contexte est d'autant plus marqué par la joie du peuple marocain suite à la résolution de l'ONU au sujet du Sahara marocain. La Coupe Al-Massira a pris fin avec la remise des prix aux vainqueurs dans les 4 catégories de la compétition. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info en langue arabe, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.